va parler d'hygiène. À chaque fois qu'il y a cette question, ah, l'hygiène, on a l'air, putain. Donc on a la chance d'avoir David Huynh qui fait partie de l'équipe de Quincy qui s'est intéressé à ça depuis pas mal de temps. Donc bon, il y a des recommandations qui existent, puis je crois qu'il y a un peu d'évolution maintenant, notamment avec tout ce qui concerne le développement durable. Donc voilà, bah écoute, je te passe la parole et encore une fois, merci. Merci Laurent, merci pour cette invitation. Donc je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez, l'hygiène et la stérilité dans la réalisation des blocs en esthétique éco-régionale. C'est un sujet qu'on connaît, mais pas forcément. Voici mes conflits d'intérêts. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va voir ce que nous dit la SFAR. Deux publications, deux recommandations, une en 2003 et une en 2011 en rapport avec le sujet. En 2003, je vous rappelle, on est encore à la neurostimulation et les experts recommandent des choses qui vont de bon sens. Ils insistent sur l'hygiène des mains, la désinfection cutanée, le port de gants, de masques et de calots. Puis, ils distinguent de deux scénarios. Le premier, c'est l'ALR en injection unique. Et dans ce cas-là, ils préconisent une désinfection en 2 temps. Et le deuxième scénario, c'est la pose des cathéters périnerveux. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de discussion, on est sur une stérilité chirurgicale avec le port d'une casaque stérile. 2003. 2011, vous avez l'extension de l'utilisation de l'appareil d'échographie. Et donc, pour prévenir le risque d'infection croisée, l'ASFAR préconise l'utilisation de gel stérile à usage unique, mais également l'utilisation de gaines de protection, évidemment à usage unique, mais surtout avec un marquage CE. À la fin de chaque procédure, il faut réaliser une inspection de la gaine et de la sonde. Alors ces gaines de protection, elles doivent être évidemment adaptées. Avoir le marquage CE, ça je vous l'ai dit. En 2025, ce n'est plus possible d'avoir ce type de mauvaise pratique qui consiste à utiliser du gel non stérile, qui peut être le source de vecteur de transmission, mais également l'utilisation de Tegaderm, comme sur cette étude, enfin cette revue en 2015, par une étude canadienne. Alors la gestion de la gaine et de la sonde d'échographie, elle découle non pas de l'ASFAR, mais plutôt du Haut Conseil de la Santé publique, chapeauté par le ministère de la Santé, avis assez ancien puisqu'on est en 2008. À la fin de chaque examen, vous devez examiner votre gaine et votre sonde. 2 cas de figure. Le premier, le plus favorable, votre gaine est intacte et il n'y a pas de souillure. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous contenter d'une désinfection de bas niveau. Si au contraire, votre gaine est déchirée, voire perforée, ou qu'il existe une souillure au niveau de votre sonde d'échographie, et dans ce cas-là, c'est le désinfection de niveau intermédiaire qui sera requis. Alors ces désinfections de bas niveau, niveau intermédiaire, elles découlent d'une classification, c'est la classification de Spalding, qui se décompose en fait en 3 niveaux. Seuls les 2 premiers nous intéressent, le bas niveau et le niveau intermédiaire. Globalement, lorsque vous posez votre sonde d'échographie sur une peau saine, vous êtes sur un dispositif qui est non critique et qui requiert donc une désinfection de bas niveau. Nous réalisons plutôt des échographies sur des peaux lésées, et donc on est plutôt dans le cadre du dispositif médical semi-critique, avec une désinfection requise de niveau intermédiaire. Alors, quelle est la différence entre une désinfection de bas niveau et de niveau intermédiaire? Le bas niveau, il est bactéricide, il n'y a aucun problème. Par contre, son spectre d'action sur la virucidie, elle est limitée aux virus enveloppés. Les virus, ils sont dits enveloppés parce que sur leur couche externe, vous avez une membrane biphospholipide qui est issue de la cellule hôte. C'est des virus qui sont de gros diamètre, mais qui sont très fragiles. Et on compte dans cette famille de virus enveloppés des virus que l'on craint, le coronavirus, l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. Donc les virus enveloppés, excusez-moi, sont sensibles. Et à contrario, vous avez une autre famille de virus, c'est les virus nus. Cette fois-ci, ces virus ont une membrane protéique, capsidique, résistante. Et le plus connu d'entre eux, c'est le papillomavirus. Ces virus nus sont la cible des infections de niveau intermédiaire. Alors comment réaliser une désinfection de bas niveau, niveau intermédiaire? Évidemment, on ne peut pas utiliser n'importe quel procédé. Les laveurs et les immersions ne sont pas possibles puisque nos sondes sont fragiles. Et d'ailleurs, les constructeurs n'ont pas prévu une imperméabilité totale pour nos sondes pour l'immersion. L'attitude la plus communément admise, c'est l'utilisation des lingettes.
Vous avez dans le commerce tous les types de lingettes, bas niveau, niveau intermédiaire ou haut niveau, et je vous recommande à titre personnel d'aller directement sur des lingettes de niveau intermédiaire. Il y a sur le marché des processus automatisés avec deux technologies. La première, c'est le Germitech, technologie par UVC qui permet d'obtenir une désinfection de niveau au moins intermédiaire en 90 secondes. La deuxième technologie, c'est une technique par nébulisation. Cette fois-ci, on utilise le peroxyde d'hydrogène et la désinfection est obtenue en 7 minutes. Ces machines automatisées sont très encouragées par la Société française d'hygiène hospitalière pour la simple et bonne raison que ce sont des process qui sont normés, reproductibles, quelle que soit la journée, quelle que soit la pression de production et quel que soit l'opérateur. Et vous imaginez bien que ces machines sont encombrantes, sont onéreuses, avec un coût à l'achat, un coût à l'entretien et un coût à l'usage. Donc évidemment, ce n'est pas possible dans tous les blocs opératoires. Un petit mot sur la préparation cutanée de l'opéré. Nous avons tous dans nos blocs opératoires des praticiens qui sont plus ou moins update. Quelques rappels. La douche préopératoire, évidemment, c'est sans antiseptique. Le faire avec n'est pas une faute. Le faire sans antiseptique n'est pas non plus une faute. Mais par contre, le patient vous remerciera. Si vous devez retirer les poils de votre patient, évidemment, privilégiez la dépilation par rapport au rasage mécanique. Et pour l'application, pour le choix de l'antiseptique cutané, on a le choix sur le marché entre la povidone iodée et la chlorhexidine. Il n'y a pas de recommandation pour l'une ou pour l'autre. Dans tous les cas, ces deux solutions doivent être en présence d'alcool. Il y a beaucoup de littérature qui sont plutôt en faveur de la chlorhexidine, surtout dans les peaux de voie veineuse périphérique, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé de recommandation qui préfère l'une par rapport à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une utilisation assez massive de la chlorhexidine, que ce soit à l'hôpital, mais également au domicile, avec les bains de bouche, avec la biseptine quand votre enfant se blesse. Il y a eu une alerte ANSM en 2023 sur le risque allergique associé avec l'utilisation de ce produit, des réactions allergiques qui vont jusqu'au choc anaphylactique. Donc faites attention. Nous avons aussi dans le bloc opératoire des infirmières qui sont assez rigides dans les protocoles. Vous avez sur votre table de locaux régionale, j'imagine, 2 types d'antiseptiques. Vous pouvez, à l'heure actuelle, utiliser indépendamment ces antiseptiques, même si celui-ci ne correspond pas exactement avec celui que va utiliser votre infirmière. Un petit mot sur l'utilisation de l'alcool, en tout cas des produits alcoolisés. Lorsque vous faites des blocs de la face, notamment des blocs du 5-2 proches de la cavité orbitaire, faites attention à ne pas laisser couler le produit au niveau de l'œil, puisque vous pouvez avoir des complications telles que des kératites ou des conjonctivites. Il faudra très probablement privilégier dans ce cadre-là des produits en solution aqueuse. Alors est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a beaucoup d'infections? La réponse est plutôt non. Vous avez ici une étude qui a plus de 20 ans, l'étude que les plus anciens connaissent, via SOS-ALR. C'est simplement un audit, un recensement de l'ensemble des blocs faits en France sur 10 mois. Pour ce qui nous concerne, le bloc nerveux périphérique, ils ont recensé plus de 40 000 blocs, membres supérieurs et membres inférieurs, 0 cas d'infection. Et vous avez en dessous une étude de 2025, équipe canadienne, avec, à mon sens, une mauvaise pratique. Ils ont réalisé plus de 7000 blocs, 0 infection. Évidemment, il ne faut jamais dire jamais en médecine. Vous avez un premier cas clinique d'infection après ALR injection unique, il y a plus de 20 ans, équipe lilloise, une dame de 74 ans, avec des antécédents de diabète, d'hypertension et d'arythmie. Elle vient à l'hôpital pour un canal carpien sous bloc axillaire et elle présente 4 jours après un tableau de fascite nécrosante. L'issue a malheureusement été fatale et la bactériologie reviendra positive à streptocoque A. Deuxième cas clinique, beaucoup plus récent, 2025, jeune patient de 30 ans, sans antécédent. Il vient pour une ligamentoplastie de genou, avec au préalable la réalisation d'un bloc au niveau du canal des adducteurs. Même tableau, 7 jours après, tableau de cellulite. Et sur la bactério, on retrouve encore le fameux streptocoque A. L'issue, heureusement, a été heureusement bonne. Le patient a nécessité néanmoins une hospitalisation et des antibiotiques par voie intraveineuse. On peut se poser la question
du port du masque, puisque le streptocoque a pour principal réservoir le pharynx. Et on sait que depuis le Covid, il y a une seule manière de porter le masque, et une seule. On voit malheureusement dans le bloc opératoire parfois des versions dégradées du port de ce masque, qui soient sous le nez, au-dessus du menton, voire utilisé comme un collier. Est-ce que le masque va vite se contaminer? La réponse, on la trouve dans une étude de 2018. Les auteurs ont mis en culture la face externe du masque chirurgical, de H0 à H6. On voit déjà que le masque à H0, avant même d'être porté, il n'est pas stérile, mais quand même assez propre, puisque le nombre de colonies est proche de 0. Et progressivement, en toute logique, le masque va se contaminer au fil du temps. Faut-il oui ou non changer de masque à intervalles réguliers? Ça, c'est la SFAR qui nous a donné la réponse en association avec la SF2H. Non, vous ne changez pas votre masque à intervalles réguliers, vous le changez uniquement s'il est humide ou s'il y a des traces de projection. Un petit mot sur l'hygiène des mains, avec un produit qu'on connaît bien, les produits hydroalcooliques, qui sont normés, très normés. Ils ont une activité bactéricide, ils sont virucides à spectre limité, les virucides et mycobactéricides. Ils ne sont pas sporicides. Il y a deux manières de l'utiliser, soit de manière hygiénique, soit de manière chirurgicale. La manière hygiénique, elle dure 30 secondes, et la chirurgicale 90 secondes. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous faites une friction hygiénique, vous vous attaquez à la flore transitoire. C'est-à-dire que vous privilégiez le traitement, le risque de transmission croisée, en vous attaquant à des germes pathogènes, tels que le staphylocoque ou le pyocyanique. Lorsque vous prolongez votre friction, cette fois-ci vous attaquez à la flore résidente, celle qui se tapisse dans les follicules pileux, dans les glandes sudoripares ou les glandes sébacées, et on a classiquement des germes qui sont réputés gentils, moins pathogènes, tels que le staphylocoque coagulase négative, le Corynebacterium ou le Propionobacterium. Faut-il utiliser ou non des gants stériles? Qui est-ce qui, dans la salle, utilise des gants stériles pour la réalisation d'injections uniques? Donc la majorité. Que nous dit l'ASFAR en 2003? Ils ne sont pas très précis. En tout cas, la version américaine, 2025, aucune nuance, aucune négociation. Vous utilisez des gants stériles, que vous posiez un cathé, que vous faites de l'odeur chronique ou que vous faites de l'injection unique. Sommes-nous toujours stériles quand nous touchons le clavier pour faire les réglages de votre appareil d'échographie, lorsque nous posons notre seringue sur le drap du malade, ou lorsque nous répondons au téléphone? Est-ce que vous changez de gant alors que l'aiguille est plantée dans le malade? Je ne pense pas, je ne le fais pas, et je pense que personne dans la salle ne le fait. En tout cas, si vous avez la chance de changer votre parc d'échographe, je vous conseille fortement de privilégier ces écrans complètement tactiles, 1000 fois plus faciles à nettoyer que les claviers d'ordinateur. Il y a dans la littérature des voix qui s'élèvent contre l'utilisation des gants stériles. Ils mettent en avant plusieurs arguments, notamment le fait que c'est un geste qui est sûr, un geste qui est propre, et puis un argument écologique. Des auteurs en 2021 se sont efforcés de retracer l'impact environnemental des gants stériles par rapport aux gants non stériles, et ils retrouvent un impact environnemental 11,1 fois supérieur pour les gants stériles par rapport aux gants non stériles. Ce qu'ils entendent par impact environnemental, c'est surtout la production de CO2 ou la destruction de la couche d'ozone. On le comprend très bien parce que lorsque vous recevez vos gants stériles, chaque paire de gants est emballée et donc en soi, c'est une augmentation de la consommation de CO2. Alors que pour les gants non stériles, on les reçoit par paquet de 100 dans une boîte que vous pouvez éventuellement recycler. Un petit mot sur les cathéters périnerveux. Je vais retrouver les recommandations de l'ASRA, donc le pendant américain de l'ALR. Ils ont fait une revue de littérature publiée cette année dans RAPM. Globalement, on remarque que le taux de colonisation des cathéters périnerveux est élevé. Il varie entre 6 et 46% en fonction des séries, mais que fort heureusement, l'infection vraie, elle est rare, elle est estimée entre 0 et 3%. Les facteurs de risque de colonisation voire d'infection, on les connaît. C'est l'absence d'utilisation d'antibiotiques,
une utilisation prolongée au-delà de 48 heures, le patient de réanimation, très probablement parce qu'il modifie son écologie bactérienne. Il y a des localisations qui sont beaucoup plus à risque, le risque de macération, notamment la région axillaire, la région inguinale ou la région cervicale. Et enfin, l'utilisation d'une aiguille de tuyauterie. L'aiguille de tuyauterie, très probablement parce que l'orifice d'entrée cutané est quand même beaucoup plus large que le cathéter, et donc est une véritable porte d'entrée pour les bactéries. Peut-on essayer de prévenir le risque de colonisation? Je vous ai retrouvé l'étude de Vincent Compère, qui a une dizaine d'années. Les auteurs sont intéressés à l'effet de la tunisation sur le risque de colonisation. Les patients bénéficient d'un cathéter fémoral, groupe contrôle versus groupe tunisé, environ 170 malades par groupe. Le taux de colonisation était mesuré par une technique de Brin-Buisson. Et en tunisant, ils ont retrouvé une réduction significative du taux de colonisation, passant de 13% à 6%. On remarquera dans cette étude une moyenne d'utilisation plutôt courte, environ 2 jours. Fort heureusement, la plupart du temps, c'est un germe entre guillemets gentil, le Staph coagnac. Et enfin, ils ont eu 0 infection, mais on peut se poser la question de la puissance de l'étude. Donc ça, c'est ma dernière diapo. Est-ce qu'on fait bien? Oui, on fait même très bien, puisque dans notre expérience personnelle, et je pense que vous l'avez exactement la même chose, en injection unique, on n'a quasiment pas d'infection. Est-ce qu'on en fait trop? Vous avez compris, à mon sens, très probablement que oui. L'utilisation des gants stériles me paraît excessive. Ce d'autant qu'à l'hôpital, nos infirmières font des injections de Lovenox, des injections pour les vaccins intramusculaires, posent des perfusions sans gants stériles, à condition qu'elles ne touchent pas le corps de l'aiguille et qu'elles ne touchent pas le point de ponction. J'insisterai également sur le port du masque, pour tous, évidemment pour l'opérateur, mais également l'entourage, notamment les infirmières du réveil ou les brancardiers, et éventuellement le patient, s'il a, avec sa cavité buccale, accès au niveau de notre zone de travail. Et enfin, je vous encourage, en rentrant dans vos établissements, à rédiger des protocoles de désinfection. Ces protocoles de désinfection, vous allez les retrouver assez facilement sur le site du Haut Conseil de santé publique. Ces protocoles d'infection pourront vous être demandés en cas de problème médico-légal. Merci pour votre attention.